Vigne 3%. En quelques mois, la rétention de capital au Burkina Faso s'inverse brutalement et interrompt un flux qui quittait le pays presque automatiquement. À l'échelle mondiale, ce chiffre paraît marginal, mais pour une économie sahélienne fragile, il agit comme une secousse capable de déplacer des milliards et de rapprocher des décisions longtemps prises à distance. Si ce basculement commence ici, que signifie-t-il pour celles et ceux qui observent l'Afrique se redéfinir, alors qu'Ibrahim Traoré impose désormais une présence décisionnelle directe sur le terrain, peut-être l'esquisse d'un futur moins lointain qu'il n'y paraît. La suite de ce récit explique pourquoi une mesure en apparence technique mérite une attention soutenue. Lorsque la valeur reste là où elle est produite, les effets dépassent le cadre budgétaire et s'étendent aux entreprises, aux travailleurs et aux équilibres quotidiens de l'économie locale. Au fond, l'idée est simple. Retenir le capital permet enfin de financer ce qui était constamment différé. Mais cette promesse s'accompagne de tensions réelles. Exiger une implantation physique impose de nouveaux coûts, expose les entreprises à des responsabilités visibles et confronte l'État à ses propres limites opérationnelles. Si les ajustements suivent, la réforme peut transformer une économie extractive en un système plus ancré, où décisions et conséquences ne sont plus dissociées. Si, au contraire, les capacités administratives et infrastructurelles ne progressent pas, cette proximité forcée risque de révéler des fragilités anciennes plutôt que de les corriger. L'enjeu pour le public se situe précisément dans cette zone d'incertitude. Cette règle redessinera-t-elle durablement le centre de gravité économique ou n'engendrera-t-elle qu'un choc temporaire ? En quelques mois seulement, 2 données suffisent à signaler un déplacement déjà engagé. La rétention de capital progresse de 23% et plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent de quitter automatiquement le territoire. Sur le papier, ces chiffres peuvent sembler abstraits. Dans les faits, ils indiquent que la mécanique économique du Burkina Faso a commencé à se recalibrer. Cette mini-révélation change la lecture du contexte. Pendant des décennies, les ressources du Sahel, or minerais, parfois pétrole, alimentaient des chaînes de valeur dont le centre de décision se situait hors du pays. Les entreprises opéraient à distance, avec une présence locale minimale, souvent réduite à des structures symboliques. Les choix stratégiques, les arbitrages financiers et les priorités opérationnelles étaient définis ailleurs, laissant sur place peu de marge pour orienter durablement le développement. La nouvelle règle rompt avec cette logique. Toute entreprise dépassant un seuil précis de chiffre d'affaires est désormais tenue d'établir son siège dans le pays. Ce détail juridique, en apparence technique, impose une proximité décisionnelle absente jusque-là. Les dirigeants ne peuvent plus piloter uniquement depuis l'extérieur. Ils doivent composer avec les réalités administratives, sociales et logistiques locales. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage du récit. En exigeant une présence effective des acteurs économiques, il introduit une notion longtemps marginalisée, la responsabilité territoriale de ceux qui extraient de l'avateur, des valeurs. Le retour partiel des flux financiers crée un ancrage inédit. Des infrastructures commencent à émerger, des chantiers se multiplient et les services périphériques gagnent en continuité. Ce basculement reste fragile. Il ne garantit ni une croissance rapide, ni une redistribution automatique. Mais il apporte une première réponse à la question initiale. Lorsque la valeur reste là où elle est produite, la trajectoire nationale cesse d'être entièrement dictée de l'extérieur. La suite dépend désormais de la capacité du pays à transformer ce signal chiffré en dynamique durable. Pour mesurer les premiers effets concrets de la réforme, 2 scènes servent de repères dans un paysage encore instable. La première se dessine autour des sites miniers et des chantiers en expansion, là où les équipes dirigeantes n'apparaissaient autrefois qu'épisodiquement. Une présence plus régulière s'installe. Les décisions techniques sont prises sur place, les problèmes opérationnels trouvent des réponses plus rapides, et certains investissements ne sont plus suspendus à des validations venues de capitales lointaines. Cette proximité modifie les routines quotidiennes et réduit les frictions qui ralentissaient auparavant l'activité. La deuxième image concerne les services périphériques.
transport, logistique, commerce local et maintenance ont cessé d'être de simples passages temporaires liés au cycle d'extraction. L'implantation durable des sièges crée un tissu économique plus dense. Des ateliers ouvrent, des prestataires se spécialisent et des emplois apparaissent en dehors du cœur minier. Cette recomposition reste inégale et parfois fragile, mais elle suggère un changement de nature. L'activité ne se contente plus de traverser le territoire, elle commence à s'y fixer. Ces micro-cas révèlent un effet souvent invisible dans les textes juridiques. La loi ne se limite pas à contraindre, elle transforme les interactions. Les entreprises, désormais exposées au quotidien local, doivent ajuster leurs pratiques et répondre à des attentes sociales plus visibles. Les communautés, de leur côté, constatent que la valeur produite ne disparaît plus intégralement hors de leur champ de vision. Le véritable enjeu se résume alors en une question simple mais décisive. Lorsque les décisions se prennent enfin sur le terrain, jusqu'où cette proximité peut-elle consolider la transformation engagée ? Avant l'annonce de la réforme, le fonctionnement était largement prévisible. Les multinationales opéraient depuis l'extérieur, ajustant leur stratégie sans immersion réelle dans les contraintes locales. Les décisions clés transitaient par des sièges éloignés, et la présence sur place restait minimale, souvent symbolique. Après l'énoncé du nouveau cadre, cette logique s'inverse brusquement. Toute entreprise dépassant le seuil fixé doit désormais établir son centre décisionnel dans le pays, ce qui transforme une habitude ancienne en contrainte immédiate. Le déclenchement prend la forme d'une déclaration publique, formulée sans ambiguïté. Le message est clair, pas de siège local, pas d'activité durable. Ce signal juridique agit comme un choc initial. Les entreprises doivent revoir leur chaîne logistique, redéployer des équipes et réévaluer leurs coûts opérationnels. Certaines perçoivent cette exigence comme un frein direct à leur flexibilité. D'autres s'y voient une occasion de stabiliser leurs opérations et de renforcer leur légitimité locale. Dans tous les cas, le temps de l'arbitrage à distance se réduit considérablement. Le point culminant survient lorsque les conseils d'administration commencent à trancher. Deux réactions majeures émergent. La première consiste à brandir la menace du retrait, en invoquant l'augmentation des charges et l'incertitude réglementaire. La seconde adopte une lecture plus stratégique. Une implantation durable peut réduire les frictions, accélérer les décisions et améliorer l'acceptation communautaire. Ce clivage révèle un déplacement du centre de gravité. Ouagadougou cesse d'être un simple lieu d'exécution pour devenir un espace où se jouent désormais des choix structurants. À ce moment précis, l'intervention d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Perçue initialement comme une rupture brutale, elle commence à s'imposer comme une négociation de fond entre souveraineté et investissement. En exigeant la présence physique des acteurs économiques, il force un face-à-face inédit entre intérêts privés et réalité nationale. Les décisions ne peuvent plus se dissimuler derrière la distance. Elles deviennent visibles, discutées et parfois contestées sur le terrain, même où leurs effets se manifestent. Les répliques apparaissent dans les mois qui suivent, des chantiers d'infrastructures s'intensifient, de nouveaux bureaux ouvrent et les réseaux logistiques se densifient. Ces évolutions ne gomment pas les difficultés. Le manque de personnel qualifié, la pression sur les capacités énergétiques et l'adaptation des routes rappellent que la transition est exigeante. Mais un changement essentiel s'opère. Les ajustements se font plus vite, les erreurs sont plus exposées et les responsabilités deviennent plus difficiles à éluder. À ce stade, la réforme dépasse le statut de simple loi. Elle agit comme un système en mutation, testant la capacité du pays à absorber un nouveau rythme économique tout en consolidant son autorité. La question n'est plus de savoir si le changement a commencé, mais jusqu'où il peut aller sans se fragiliser. À présent, on peut distinguer clairement le point de départ. Pendant de nombreuses années, une part décisive de la valeur produite au Burkina Faso quittait presque immédiatement le territoire sans véritable possibilité de pilotage local. La variation actuelle, une hausse de 23% de la rétention du capital, marque donc une rupture mesurable dans la circulation économique. Pour une économie émergente, ce déplacement, même limité en apparence, représente un changement structurel. Davantage de ressources restent disponibles pour être orientées
planifiée et investie à l'intérieur du pays. D'abord, cette augmentation de 23% fonctionne comme un signal de rebond. Il ne traduit pas une prospérité soudaine, mais indique que le pays retient une portion plus significative de la richesse générée par son secteur extractif. Concrètement, cela offre une marge de respiration budgétaire supplémentaire permettant à l'État de programmer des projets qui restaient auparavant incertains, faute de flux financiers stables. Autrement dit, ce chiffre signifie que la valeur cesse de s'échapper automatiquement et commence à circuler localement. Ensuite, il faut regarder les revenus miniers, estimés à plus de 3 milliards de dollars. Ce montant constitue la principale source de ressources du pays. Tant qu'il était majoritairement géré à distance, son impact sur les décisions nationales demeurait indirect. Le fait qu'une part croissante de cette manne soit désormais pilotée depuis le territoire modifie l'équilibre du pouvoir économique. Les choix d'allocation, infrastructures, services publics, dépenses opérationnelles deviennent plus lisibles, mais aussi plus exposés à l'évaluation publique. Enfin, la participation de l'État, pouvant atteindre jusqu'à 45% dans les projets miniers, transforme la gouvernance des ressources. Cette proportion n'assure pas un retour immédiat sur investissement, mais elle confère à l'État un rôle actif dans la supervision des opérations. Il ne s'agit plus seulement de percevoir des recettes, mais de participer aux décisions stratégiques, au suivi des normes et à la négociation des retombées territoriales. En clair, ce pourcentage signifie que l'État passe du statut d'observateur à celui de coacteur. Derrière ces 3 chiffres se dessine une transformation méthodique. La rétention accrue du capital élargit la capacité d'investissement public. La maîtrise plus directe des revenus miniers stabilise la trajectoire financière. La participation étatique rééquilibre le dialogue entre institutions et entreprises. Toutefois, ces avancées s'accompagnent d'exigences nouvelles. Elles supposent une administration capable d'absorber ces ressources, une planification cohérente et une gouvernance rigoureuse pour éviter les dérives. C'est ici que la dimension politique réapparaît. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces indicateurs ne sont pas présentés comme des trophées, mais comme des tests. Ils mesurent la capacité du pays à convertir des chiffres en résultats tangibles. La question centrale n'est plus de savoir si la valeur peut être retenue, mais si elle peut être transformée efficacement et équitablement. Si vous le souhaitez, poursuivons avec la suite. 2 interprétations solides et cohérentes s'affrontent autour de la réforme, chacune reposant sur une logique économique identifiable. La première, portée par ses défenseurs, considère l'obligation d'implantation locale comme un moyen légitime de corriger un déséquilibre ancien. Selon cette lecture, exiger une présence physique permet de récupérer une part plus juste de la valeur créée sur le territoire. La proximité décisionnelle favoriserait une transparence accrue, une meilleure prise en compte des réalités sociales et une responsabilisation effective des entreprises qui bénéficient des ressources nationales. Cette position s'appuie sur des éléments observables. La hausse de 23% de la rétention du capital, la maîtrise plus directe de revenus miniers estimés à plusieurs milliards de dollars et l'augmentation de la participation étatique sont interprétés comme des signaux d'amélioration structurelle. Pour ses partisans, ces indicateurs montrent qu'il est possible de renforcer la souveraineté économique sans rompre avec l'investissement international. L'implantation locale ne serait donc pas une contrainte punitive, mais un mécanisme de rééquilibrage longtemps absent. La seconde lecture, plus sceptique, met en avant des risques tout aussi crédibles. Pour ses défenseurs, l'obligation de siège local peut accélérer la fuite des capitaux, décourager certains groupes internationaux et accentuer la vulnérabilité d'un pays dont les infrastructures restent limitées. L'augmentation des coûts opérationnels, la pénurie de personnel qualifié et la pression sur l'énergie et les transports sont perçus comme des freins potentiels. Selon cette perspective, une réforme mal absorbée pourrait fragiliser l'attractivité du pays plutôt que la renforcer. La réponse la plus robuste se situe entre ces 2 positions. Les données disponibles indiquent que certaines entreprises hésitent ou réévaluent leur stratégie, tandis que d'autres renforcent effectivement leur présence. Des investissements sont engagés, des réseaux logistiques se structurent et des services périphériques émergent. Dans le même temps, les contraintes soulignées par les critiques demeurent réelles et imposent des ajustements continus. Ainsi, la réforme ne produit ni miracle immédiat ni effondrement annoncé. Elle ouvre un champ d'expérimentation où stabilité, responsabilité
et adaptation avancent simultanément. La question devient alors moins idéologique que pratique. Comment transformer cette tension en dynamique soutenable sur le long terme? Ce point médian du récit apparaît lorsque l'on cesse de regarder la réforme comme une simple obligation administrative et que l'on observe ses effets sur les comportements. Au départ, la plupart des entreprises percevaient l'implantation locale comme une charge supplémentaire, susceptible d'alourdir les coûts et de réduire la flexibilité stratégique. Progressivement, une relecture s'impose. La proximité décisionnelle raccourcit les délais, rend les arbitrages plus concrets et expose les dirigeants à des réalités qu'ils pouvaient auparavant contourner. C'est ici que le déplacement le plus profond se manifeste. La présence physique transforme la relation entre acteurs économiques, institutions et communautés. Les décisions ne sont plus abstraites ni différées. Elles s'inscrivent dans un environnement visible où chaque choix produit des effets immédiats. Cette exposition modifie les incitations. Certaines entreprises découvrent que l'ancrage local réduit les frictions opérationnelles et améliore l'acceptation sociale, là où la gestion à distance entretenait la méfiance. Dans ce changement culturel, le rôle d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. En imposant la présence sur le terrain, il déplace le débat. La question n'est plus seulement de savoir combien de valeur est captée, mais comment elle est assumée. Les citoyens constatent que la richesse produite ne disparaît plus entièrement hors de leur champ de vision. Les entreprises, elles, réalisent que la responsabilité n'est plus théorique. À ce stade, une certitude s'installe. La réforme modifie moins les règles que les réflexes, et ce sont souvent ces derniers qui déterminent la durabilité d'une transformation. Les effets de la réforme se déploient de manière différenciée selon les acteurs, mais tous sont désormais entraînés dans un même mouvement. Le centre décisionnel se rapproche du terrain. Cette reconfiguration produit des conséquences tangibles pour l'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional, chacun faisant face à des opportunités nouvelles et à des contraintes inédites. La présence accrue des décideurs, impulsée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, agit comme un révélateur des forces et des fragilités existantes. Du côté de l'État, les premiers gains résident dans une marge de manœuvre élargie. La rétention accrue du capital et la gestion plus directe des revenus miniers offrent des ressources plus prévisibles. Cela permet de lancer ou d'accélérer des projets d'infrastructures longtemps différés, notamment dans les routes, l'énergie et les bâtiments administratifs. Toutefois, cette avancée s'accompagne d'une exigence forte. L'administration doit démontrer sa capacité à planifier, exécuter et contrôler. Les retards et les inefficiences deviennent plus visibles lorsque les décisions sont prises sur place. Pour les entreprises, la réforme bouleverse les modèles établis. L'obligation de siège local réduit l'avantage d'une gestion distante, autrefois flexible, mais déconnectée. Les groupes doivent réorganiser leurs équipes, investir dans des structures durables et composer avec un environnement institutionnel plus présent. Cette contrainte génère des coûts supplémentaires, mais elle ouvre aussi des bénéfices inattendus. La proximité décisionnelle accélère les arbitrages, améliore la compréhension du terrain et peut renforcer l'acceptation sociale des projets. Certaines entreprises y voient un levier de stabilité à moyen terme, d'autres un risque à contenir. Du côté des citoyens, les effets sont plus directement perceptibles. L'implantation durable des entreprises stimule l'emploi dans la construction, la logistique, la maintenance et les services connexes. Les formations professionnelles se développent pour répondre à une demande accrue de compétences techniques. Cette dynamique reste inégale selon les régions, mais un constat s'impose. La valeur produite localement circule davantage dans l'économie réelle. Beaucoup associent ce changement à la ligne politique portée par Ibrahim Traoré, perçue comme une tentative de réancrage de la richesse. Enfin, à l'échelle régionale, le Burkina Faso devient un cas d'observation attentif. Les pays voisins et les acteurs internationaux suivent cette expérience comme un test. Si le modèle montre sa viabilité, il pourrait inspirer d'autres États riches en ressources à exiger une présence plus responsable des multinationales. Dans le cas contraire, il servirait d'argument contre toute tentative similaire. À ce stade, l'impact dépasse l'économie. Il redessine les attentes et repositionne le pays dans l'équilibre régional. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les prochains mois, chacune dépendant de la manière dont les acteurs absorberont la proximité décisionnelle désormais imposée.
Ces scénarios ne prédisent rien avec certitude, mais offrent un cadre de lecture pour comprendre comment la dynamique actuelle peut se stabiliser, s'amplifier ou se fragiliser. Si l'on retient une hypothèse prudente, l'État parvient à maintenir l'effort engagé sans accélération majeure. Les infrastructures progressent de façon inégale mais continue, l'administration s'adapte progressivement aux nouvelles responsabilités et les entreprises trouvent un équilibre entre coûts supplémentaires et bénéfices opérationnels. Les investissements se poursuivent à un rythme mesuré, la rétention de capital se consolide et l'économie locale gagne en prévisibilité sans connaître de rupture spectaculaire. Dans ce cas, la réforme s'installe comme un cadre exigeant mais fonctionnel qui transforme lentement les pratiques. Si, au contraire, plusieurs conditions s'alignent, les capacités énergétiques se renforcent, les réseaux de transport s'améliorent et les procédures administratives gagnent en lisibilité. Les entreprises, rassurées par un environnement plus stable, accélèrent leur implantation durable. Cela déclenche un effet d'entraînement, multiplication des bureaux, élargissement des chantiers, développement rapide des services périphériques et montée en compétences plus visibles de la main-d'œuvre locale. Le Burkina Faso pourrait alors devenir une référence régionale, démontrant que exiger une présence réelle n'est pas incompatible avec l'investissement international. Et si les contraintes structurelles prennent le dessus, les contraintes structurelles prennent le dessus. Les tensions sur l'énergie, la pénurie de personnel qualifié et les lenteurs administratives freinant l'absorption du changement. Certaines entreprises réduisent leurs engagements ou réévaluent leur présence. Les bénéfices restent concentrés, l'adhésion sociale s'érode et la réforme est perçue comme un facteur d'instabilité plutôt que de consolidation. Dans ce cas, l'expérience burkinabé servirait d'avertissement plutôt que de modèle. Une clé de lecture s'impose alors. Si la décision reste proche du terrain, alors la confiance dépendra de la capacité à transformer cette proximité en efficacité. Le débat ne porte plus sur l'intention, mais sur l'exécution. L'impact de la réforme ne se mesure pas uniquement à l'échelle des institutions ou des entreprises. Il se lit aussi dans les trajectoires individuelles et collectives de ceux qui vivent au plus près de cette transformation. 3 groupes en particulier voient leur quotidien évoluer à mesure que les décisions économiques se rapprochent du terrain. D'abord, il y a les travailleurs directement impliqués dans les mines, les chantiers et les services techniques. Pour eux, la présence accrue des équipes dirigeantes se traduit par une réactivité plus grande face aux problèmes opérationnels. Les besoins en main-d'œuvre qualifiée augmentent tout comme les opportunités de formation. Les attentes restent cependant élevées. Ces travailleurs cherchent des garanties de continuité afin que les investissements et les efforts de montée en compétences ne soient pas interrompus par des ajustements stratégiques venus de l'extérieur. Ensuite, il y a les familles et les communautés locales. L'implantation durable des entreprises modifie le tissu social. Des commerces s'installent, les transports se structurent davantage et certains services gagnent en stabilité. Ces évolutions améliorent le quotidien, mais soulèvent aussi des questions d'équité territoriale. Toutes les régions ne bénéficient pas au même rythme de cette dynamique, ce qui rend la redistribution géographique des effets particulièrement sensibles. Enfin, on trouve les observateurs engagés, entrepreneurs locaux, enseignants, journalistes et acteurs de la société civile. Ils perçoivent la réforme comme un laboratoire institutionnel dont les résultats influenceront les politiques publiques futures. Leur attention se porte sur la gouvernance, la transparence et la capacité à transformer les ressources retenues en infrastructures visibles. À travers ces regards croisés, un constat se dégage. La réforme n'est plus abstraite. Elle façonne désormais des attentes concrètes, ancrées dans l'expérience quotidienne. Pour que la proximité décisionnelle devienne un cadre durable et non une parenthèse fragile, une série d'étapes concrètes doit être orchestrée avec méthode. L'objectif n'est plus seulement de retenir la valeur, mais de la convertir en résultats visibles et mesurables. Cette logique, portée publiquement par Ibrahim Traoré, repose sur une coordination précise entre institutions, entreprises et communautés. D'abord, il faut sécuriser les infrastructures essentielles. L'État doit établir un calendrier clair pour l'énergie, les routes et la logistique, avec des priorités définies à court et moyen terme.
Les entreprises, désormais implantées localement, sont appelées à cofinancer certains segments en échange d'un environnement plus stable. Le critère d'évaluation est simple: délai de livraison, continuité énergétique et capacité de maintenance. Ensuite, la formation professionnelle devient un chantier prioritaire. Les ministères compétents, en partenariat avec les acteurs privés, doivent renforcer ou créer des centres techniques adaptés aux besoins réels du terrain. L'enjeu consiste à produire des ingénieurs, techniciens et superviseurs locaux capables d'accompagner la montée en charge des projets. Le suivi se mesure par le taux d'insertion professionnelle et la rapidité d'accès à l'emploi qualifié. Puis, la gouvernance et la transparence doivent être renforcées. Des mécanismes d'audit réguliers, rendus publics, permettent de suivre l'utilisation des ressources issues de la rétention du capital. Cette visibilité réduit les risques de dérive et renforce la confiance des citoyens comme des investisseurs. Enfin, il devient nécessaire de stabiliser les relations avec les entreprises. Des procédures administratives lisibles et des délais maîtrisés transforment la contrainte initiale en cadre prévisible. À ce stade, la proximité voulue par Ibrahim Traoré cesse d'être une injonction et devient une méthode de pilotage. Au moment de refermer ce parcours, une image déjà évoquée revient au premier plan. Celle des travailleurs sur les sites miniers et les chantiers, observant l'arrivée progressive de dirigeants qui, autrefois, ne faisaient qu'effleurer le pays. Ce motif, discret mais persistant, résume mieux que les chiffres la nature du changement en cours. La décision n'est plus une abstraction venue d'ailleurs, elle prend corps dans une présence quotidienne, visible et assumée. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure figée ou isolée, mais comme un point de bascule. En imposant la proximité, il a déplacé le cadre mental dans lequel le pays se pensait lui-même. Le Burkina Faso cesse progressivement d'être un simple lieu d'extraction pour devenir un espace où les choix économiques doivent répondre à des réalités concrètes. Les entreprises, en s'installant durablement, acceptent de partager l'espace décisionnel. Les citoyens, en voyant les bureaux, les routes et les services se multiplier, perçoivent que leur environnement pèse davantage dans les arbitrages. Ce basculement ne repose ni sur la seule force des lois, ni sur l'ampleur des montants annoncés. Il tient à un ajustement collectif, lent mais profond, dans la manière dont chacun assume sa part de responsabilité. Une souveraineté commence lorsque la décision ne fuit plus le terrain. À ce stade, l'histoire ne se résume plus à une réforme, ni même à une série de chiffres ou de décisions administratives. Elle devient une invitation à réfléchir plus largement à la manière dont un pays définit sa place dans l'économie mondiale. Le Burkina Faso, en exigeant une présence réelle, là où la valeur est produite, pose une question qui dépasse largement ses frontières. Peut-on concilier ouverture internationale et ancrage local sans que l'un n'annule l'autre ? Ce mouvement, encore jeune, ne garantit ni succès automatique ni échec programmé. Il oblige surtout à observer autrement. Les chantiers, les bureaux et les réseaux qui se mettent en place composent un paysage où la responsabilité économique cesse d'être abstraite. Elle devient visible, mesurable et discutable. Pour les citoyens, les entreprises et les observateurs, cette transformation ouvre un espace de dialogue inédit sur ce que signifie réellement produire, décider et investir sur un territoire. L'expérience, conduite sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'apporte pas de réponse universelle. Elle propose un cadre, un test à ciel ouvert, dont les résultats dépendront des choix collectifs à venir. Reste alors une question volontairement ouverte. Quel modèle de présence et de responsabilité souhaitons-nous encourager pour l'avenir ?